Donc, nous allons aujourd'hui voir un système de défense qui s'appelle la formation réactionnelle et je vais accepter dans notre groupe Patrice qui vient d'arriver et qui va avoir lui aussi le droit d'enregistrer. La formation réactionnelle. Vous avez déjà entendu parler de ça, de la formation réactionnelle? À part ceux qui ont fait la formation avec moi, parce qu'il y en a deux ou trois parmi vous. Non, vous vous souvenez pas? Vous savez pas ce que c'est. Vous avez jamais entendu parler de ça. Et pourtant, c'est extrêmement courant, la formation réactionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc un système de défense, effectivement, qui est très spécial et en même temps très courant. C'est peut-être même un des plus courants qui existent. C'est un mécanisme qui consiste, lorsque le ça, puisque notre amie Marie-Claire se rappelle du ça, du moi et du surmoi, lorsqu'il y a des pulsions qui montent et avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou plutôt avec lesquelles on a appris à pas être d'accord parce qu'il y a eu des obligations de la famille, de la société ou des choses qui nous ont montré que c'était mal. Ça fait partie de ce qui est mal. Et alors, je mets mal entre guillemets, parce que ça veut rien dire en fait dans la réalité, mais en tout cas interdit. Et quand la pulsion monte, elle est transformée immédiatement, tchouk, dans l'autre sens, en quelque chose qui est exactement l'inverse. Je vais vous donner des exemples, vous compreniez. Donc j'ai une pulsion, elle est interdite, elle n'est pas consciente en plus, c'est vraiment enfoui au fond de moi. Il y a longtemps que j'ai mis un chapeau dessus, un couvercle dessus, et à la place, je vais la transformer exactement dans son contraire. C'est-à-dire qu'alors que, par exemple, j'ai envie de donner une gifle à quelqu'un, et à la place, je vais lui faire une bise en étant persuadée même d'être gentille et d'être sympathique avec la personne, alors qu'au fond, ce qui a motivé au départ l'élan que j'ai eu de la bise vers cette personne, c'était l'envie de lui donner une gifle. Vous comprenez? Donc effectivement, on n'a pas conscience du tout de ces choses-là et pourtant ça nous agite très souvent et pas tout le temps, mais très très souvent en tout cas. Alors on va pouvoir regarder de différentes choses. Il faut juste que vous compreniez que la formation réactionnelle, elle est nuisible, ou en tout cas elle est un handicap pour la personne quand elle est exagérée. Et quand cette pulsion du ça, puisque la pulsion du ça se transforme en son inverse de la même intensité, elle prend beaucoup de place dans notre vie et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est là que ce système de défense est un petit peu embêtant. Donc, je vais vous donner quelques exemples, je pense que vous comprendrez mieux. Par exemple, la pudeur. Vous savez ce que c'est la pudeur? Oui, bien sûr. La pudeur, c'est quand on a honte de se déshabiller, voilà, ou qu'on a honte d'entendre des choses grivoises qui viennent de quelqu'un, qu'on a l'impression de rentrer dans son espace privé et qu'on se sent mal à l'aise. Donc, c'est une pudeur qui peut être physique, qui peut être émotionnelle et qui peut même être intellectuelle. Quand on a une pudeur exacerbée comme ça, que vraiment c'est un problème dans notre vie, qui peut être un problème aussi d'ailleurs dans la vie sexuelle, dans la vie de couple. La pudeur poussée à l'extrême, on supporte pas qu'il y ait la lumière, il faut tout le temps que l'autre l'éteigne, ou alors il y a des mots qu'on ne veut pas qu'ils disent ou qu'elles disent. Ça peut être un vrai handicap dans une vie de couple. Ou peu importe, ou quand on écoute des histoires que les autres racontent dans le monde du travail, par exemple, il est très courant d'entendre des histoires un peu salaces, certaines personnes ne le supportent pas, et même elles se coupent, elles veulent pas fréquenter les gens qui ont des paroles qu'elles estiment vulgaires, par exemple. Eh bien, quand c'est très fort comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à l'origine, en soi-même, une pulsion qui est une pulsion d'impudeur totale, envie de te ficher à poil, je sais pas, de se vautrer vraiment dans l'impudeur à tous les niveaux. Et comme c'est interdit
ou par la morale, ou par l'éducation, ou par la religion, ou par la société dans laquelle on vit, alors ça se transforme et on n'en est pas du tout conscient. Je vous rappelle que le système de défense, c'est un système inconscient, hein. Ça se transforme exactement dans l'opposé. Et à la place, je vais être quelqu'un de très pudique, donc. Et la pudeur va cacher une partie de moi, ma part d'ombre, on pourrait dire, qui est interdite de mise à jour, interdite de se montrer. Et le système de défense de la formation réactionnelle, ça va faire ça à peu près pour tout. Donc, quand on a une attitude extrême ou encombrante, qui est d'ailleurs que Freud appelait un trait de caractère, parce que chez certaines personnes, c'est tellement courant, c'est tellement présent, que ça devient presque leur trait de caractère principal. Et donc, jusque-là, il y en a beaucoup parmi les psychanalystes qui disent que la formation réactionnelle, c'est un trait de caractère. La sollicitude, par exemple, qui est une qualité normalement, la sollicitude. Il y a des gens qui sont dans la sollicitude jusqu'à la, comment on dit, être mielleux, jusqu'à la mielloserie, on pourrait dire ça comme ça, hein. Au point que d'ailleurs, quand ils s'approchent de vous, ça vous est presque insupportable. Vous connaissez des gens comme ça? Ils ont cette allure-là et vous sentez qu'il y a un truc qui est pas, qui va pas. Qu'il y a un décalage entre ce que la personne montre et puis ce qu'elle est réellement. Eh bien, c'est quelqu'un qui a en elle, dans le ça, dans ses pulsions, des représentations violentes et agressives. Vraiment. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi que dans notre société, la société contient ces pulsions. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des contenants de nos pulsions. Imaginez qu'il n'y ait pas de surmoi, c'est la catastrophe, hein. On serait une bande de sauvages, hein. Donc il faut bien qu'il y ait des contenants comme ça, hein. Et donc c'est utile jusqu'à un certain point, mais quand c'est trop, à ce moment-là, on est vraiment dans la contrainte. Et forcément, on est mal avec soi-même. Donc la sollicitude peut cacher des pulsions du ça qui sont réellement faites de violence et d'agressivité. Et si demain, il y avait la guerre de nouveau, et si demain, il y avait la possibilité de lâcher ces pulsions du ça, imaginez, il n'y a plus de Rex, on le voit d'ailleurs tout le temps, hein, quand il y a des guerres par exemple, il y a des gens qui se transforment en de véritables bourreaux, hein. Et on se demande comment des êtres humains peuvent se comporter comme ça, quoi. C'est ahurissant, on dit, mais c'est pas possible. Cette personne, elle est tellement gentille. Et combien dans les quartiers, il y a de gens qui extérieurement sont extrêmement agréables et très gentils, mais qui intérieurement, quand l'occasion se présente, qui peut être un problème relationnel qui tout d'un coup fait exploser le ça se transforme en une véritable violence. Vous comprenez l'idée? Donc, cette part d'ombre, elle existe en chacun, et notre éducation l'a contenue quand même, heureusement. Et on verra ce que ça donne quand l'éducation ne le contient pas. Mais chez certaines personnes, cette pulsion, elle est vraiment très forte et elle a été mal gérée au moment de l'enfance, elle a été refoulée, elle a été interdite et du coup, elle est exacerbée dans l'inconscient et elle se manifeste de manière exacerbée dans son contraire. Et si vous voyez une personne qui a ce fonctionnement de sollicitude extrême jusqu'à être mielleux et que vous lui dites « je vois la violence qui est en toi », elle va pas comprendre du tout. Elle va dire « elle est complètement siphonnée celle-là, hein ». D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est chez pas les psychopathes ou les criminels ou les gens vraiment qui sont sociopathes, hein. Mais si vous les regardez même dans les films, quand ils sont mis en scène, vous les voyez marcher avec beaucoup de lenteur, parler avec beaucoup de lenteur, prendre le temps pour s'approcher, un peu comme un chat qui s'approche de sa proie comme ça, en rampant un peu dans l'herbe. Et l'apparence de calme, elle est proportionnelle à la violence intérieure qui, à un moment donné, par contre, va exploser. Dans la formation réactionnelle, elle peut exploser aussi, mais on peut passer sa vie entière sans jamais avoir conscience de ces pulsions qui sont en nous.
On peut juste en avoir conscience parce que on a un trait de caractère qui est très fort, que les autres nous renvoient et dont on a bien du mal d'ailleurs à se dégager, qui nous pose beaucoup de problèmes dans notre vie, parce que c'est trop, quoi. Évidemment, ce qui est très connu dans la formation réactionnelle, c'est l'idée de la propreté. Jusqu'au TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Vous connaissez ces TOC, des gens qui sont obligés de se laver les mains sans arrêt, ou qui rangent tout le temps, ou qui veulent que tout soit exactement symétrique. Et tous ces TOC-là sont liés, toujours d'ailleurs, à une formation réactionnelle. Il y a en dessous quelqu'un qui aime souiller, qui aimerait se mettre comme les enfants à un certain âge, mettre leur caca partout sur les murs, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Ou alors, au moment de la période de latence, juste avant l'adolescence, une période particulière, les enfants ont à ce moment-là des images qui sont des images de violence, des images de sexualité malsaine, qui sont alimentées par les télévisions, tout un tas de choses. Et c'est complètement interdit. La famille peut interdire, le culpabiliser très fort. Et donc, on va trouver à la place, chez l'adolescent qui grandit, tout d'un coup, et ça peut être extrêmement rapide, en quelques heures, un trouble obsessionnel compulsif d'un gamin qui supporte pas certaines choses et qui a des rituels de vérification, des rituels de comptage, des rituels de contrôle, des rituels de propreté qui paraissent totalement incompréhensibles pour les autres. Parce que il y a le ça, avec la pulsion du ça, elle a été interdite. Peut-être que l'enfant se l'est interdit tout seul par une lecture, ou s'il allait à la messe, peut-être par son apprentissage religieux, peu importe. Et puis ça va devenir un TOC. Ou ça va devenir une femme qui n'arrête pas d'astiquer toute la journée et qui en est malade de savoir que dans un de ses placards, il y a une toile d'araignée au fond, par exemple. Donc le TOC ou la formation réactionnelle, la formation réactionnelle peut nous rendre complètement obsessionnels dans un domaine ou dans un autre. Donc, si vous avez une obsession de ce type, autour de la propreté, autour de la sexualité aussi, puisque dans les TOC, il y a un TOC, par exemple, qui est la peur, mais viscérale, qu'une pensée malsaine entre dans mon esprit, ou que tout d'un coup, il y a un gros mot qui me monte à l'esprit. Et tout ça, ce sont de la formation réactionnelle. Donc, la personne, il y a des gens que je connais qui sont dans l'angoisse que ça leur arrive. Pour eux, c'est une angoisse terrible que tout d'un coup, il y a quelque chose de sale, entre guillemets, qui arrive à la conscience. Et donc, toute l'attitude de la personne va être l'inverse de ça, mais à un point extrême, au point que les autres lui disent, écoute, là c'est trop, quoi, tu exagères. Hein. Vous comprenez l'idée? On est toujours pareil. Hein. La pulsion interdit et son contraire, exactement son opposé avec la même intensité dans l'autre sens. Hein. Ensuite, un autre exemple que j'ai trouvé, imaginez une femme qui a eu une mère qui aimait tout contrôler. Ça existe, hein, une mère contrôleuse. Donc, elle a vraiment un rejet et même une haine vis-à-vis de sa mère. Moi, je me souviens très bien de ça. Moi, par rapport à mon père, en tout cas, j'ai eu des périodes comme ça, une haine vis-à-vis de la mère. Et une haine pour cette mère qui intervient dans sa vie et c'est totalement insupportable. Mais, pour cette personne-là, la haine est également repoussante. C'est-à-dire que la haine n'est pas autorisée, quelle qu'en soit la raison, qui peut être une raison liée à son éducation ou quelque chose qui est intérieur à elle. Et donc, dans le fond, si elle hait sa mère, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise personne. Et vous allez avoir des personnes comme ça qui ont des relations ambivalentes avec leur mère. Et elles développent un comportement de formation réactionnelle qui l'amène à prendre soin de sa mère, mais de manière extrême. Ce sont souvent ces enfants-là
qui souvent d'ailleurs ont été un peu martyrisés par leur mère, qui le voulait pas, mais qui l'a fait quand même, hein, et qui sont ceux qui, jusqu'à la fin de la vie de leurs parents, vont s'en occuper et vont être aux petits soins pour cette personne. Alors qu'en elle, il y a cette colère et il y a la culpabilité de la colère. Vous remarquerez que derrière tout ça, il y a le sentiment de culpabilité encore qui est tout le temps là. Hein. Il est partout celui-là. Hein. Donc, il y a tout le temps ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très courant, que certains d'entre vous, certainement, connaissent aussi. Et on peut pas, intérieurement, c'est difficile d'accepter d'être une mauvaise fille. Et c'est pas autorisé de pas aimer son père et sa mère. Il y a des gens qui se l'autorisent, ils le disent d'ailleurs carrément, hein, ma mère je la vois plus, elle m'énerve, ok, d'accord. Donc là, ils utilisent un autre système de défense, mais dans ce système de défense-là, c'est inversé complètement. Et la personne se démène vraiment. Et il y a des moments où cette violence-là, qui est présente, elle va trouver un autre chemin. Évidemment, c'est comme une cocotte minute. Hein. Je veux dire, on peut mettre un capot dessus, mais qu'est-ce qu'on en fait cette violence? Parce que la fréquentation de la mer intrusive, elle continue. Donc, elle continue à se sentir violentée par la mer. Donc, il faut qu'il y ait un chemin pour que cette violence sorte. Elle va sortir généralement ou elle va se retourner contre la personne sous forme d'une maladie quelconque, ou elle va se retourner sur une autre personne qui peut être un de ses enfants, un mari ou quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il y a toujours une porte de sortie pour cette pulsion, mais la personne elle-même n'est pas du tout consciente de ça. Elle se débrouille comme elle peut avec son ça qui lui joue bien des tours. C'est pour ça que l'observation de soi est de toute façon l'outil numéro 1 hein, pour s'approcher de ça. Si on veut évoluer, il est important de mettre le doigt sur les quelques systèmes de défense les plus importants que l'on utilise. En tout cas, ça en est un qui est vraiment très typique. Hein. Ensuite, d'autres cas, un cas typique aussi, quand une mère on va faire le contraire. Attendez, je vais vous dire dans le bon sens. Oui, je vais dire comme ça. Une mère ou un père nourrissent une colère ou même un dégoût ou un rejet pour un des enfants, un de ses enfants. Parfois tous les enfants, parfois un enfant. Pourquoi? Parce que il correspond pas à l'idée qu'elle s'en faisait physiquement ou peu importe pour quelle raison. Et le parent vraiment a un rejet, le ça, avec une envie, c'est de le mettre à la poubelle, quoi, pratiquement, le gosse. Hein. Mais c'est pas possible. Il y a le surmoi, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça parce que il faut aimer ses enfants. C'est ce qu'on se dit dans ces cas-là. Il faut aimer ses enfants. Et je n'ai pas le droit de ne pas aimer mes enfants. C'est mal. Donc je suis coupable. Et j'ai deux réactions possibles en réponse avec la formation réactionnelle. Qu'est-ce que ça peut être les deux réactions complètement opposées? Imaginez ça. J'ai un de mes enfants ou plusieurs enfants, on va dire un enfant, vraiment celui-là, je peux pas le saquer, quoi. Voilà. Sa tête me revient pas, j'aime pas sa tête, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas son odeur, je l'aime pas. Ça existe, hein, je pourrais vous en faire rencontrer si vous voulez. Il y a des gens qui aiment pas leur gosse. Qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité en sachant que ça va devenir exactement l'inverse? L'envie première, elle est « j'ai pas envie de m'occuper de toi ». Ça serait quoi le contraire? Marie? Le surprotéger. Oui, tout à fait. Ça, c'est une option. C'est la surprotection. C'est-à-dire que jusqu'à vraiment me mêler vraiment de sa vie dans les plus infimes détails. Et donc, vous avez des mères qui sont surprotectrices avec leurs enfants. Et qui fabriquent des enfants très dépendants parce que évidemment ça va créer des enfants qui ont une dépendance forte par rapport à leur mère. Ça, c'est une option. Et c'est comme si, en étant surprotectrice, elle réparait quelque part cette pulsion qui est mal, en tout cas qui n'est pas autorisée, dont elles n'ont pas conscience. Elles seraient très étonnées d'ailleurs, et elles le sont, quand elles font un travail sur elles, de découvrir ça en elles. C'est extrêmement culpabilisant, mais ça existe.
C'est même assez courant que je suis en train de vous raconter. Mais il y a une deuxième option. Quand on a cette envie qu'on... Oui, Marie? On peut l'éloigner pour son propre bien, le mettre en pension. Oui, on peut aussi faire ça. Bon, ceci dit, si tu fais ça, c'est une option, mais c'est pas une formation réactionnelle parce que c'est pas inverse de la situation de départ. L'inverse, ça peut être le fait d'être complètement laxiste, le laxisme total. Donc des parents qui veulent pas du tout embêter leurs enfants, qui veulent les laisser totalement libres, qu'il n'y a pas de limite, ils leur laissent faire tout ce qu'ils veulent aux gosses pour compenser le rejet qu'ils ressentent vis-à-vis d'eux. Fais ce que tu veux, comme tu veux, je te paye ce que tu veux, tu es libre de faire comme tu veux, voilà. Et ils peuvent même aller jusqu'à permettre des comportements qui sont vraiment irresponsables de la part de leurs enfants. Mais ils vont les laisser faire. Ils vont les laisser se droguer, ils vont les laisser faire n'importe quoi parce que ils se sentent coupables, sans le savoir d'ailleurs, de cette réaction de rejet qu'ils ont par rapport à leurs enfants. Et les enfants, de la même façon, deviendront dépendants lorsqu'ils sont les enfants de ces parents-là. Donc, quand vous avez ces deux cas-là de parents qui sont ou surprotecteurs avec les enfants ou au contraire très laxistes, eh bien vous pouvez vraiment regarder de plus près la personne et vous demander s'il n'y a pas quelque chose là-dessous. C'est intéressant pour la personne, oui je vais te répondre Catherine, quand elle arrive à mettre le doigt sur ça en elle, mettre des mots dessus, parce que dès qu'on peut mettre des mots dessus, à ce moment-là on peut le traiter. Mais tant qu'on met pas des mots dessus, on est habité par ça et bon, ben voilà, quand on est habité par quelque chose qui nous dépasse, on ne sait pas où ça nous emmène. Oui, Catherine? Quand tu posais la question, quelle est la deuxième possibilité de système Oui, de défense par rapport à ça? oui. L'idée qui m'était venue, c'est que la mère inverse les rôles, ne se ressent plus comme la mère. Et elle peut placer presque son enfant comme si c'était un parent. Alors ça, c'est un autre système de défense, c'est pas le même. Mais c'est un système de défense aussi, tu as raison, c'est un autre qu'on verra plus tard. Il y a des points communs entre certains systèmes, mais là c'est très clair, il y a une pulsion et c'est totalement l'inverse qui est réalisé dans la vie consciente en tout cas. Et la personne d'ailleurs elle peut argumenter, hein, si tu y trouves quand même, et tu lui dis quand même, c'est pas très normal hein, comment tu te comportes, la personne elle a des arguments pour ça. Hein. Voilà. Ok, c'est bon comme exemple? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme exemple? Alors, le laxisme. D'autres exemples concernent les hommes et les femmes et la relation qu'on a avec l'autre sexe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a des hommes qui ont eu, quand ils étaient enfants, l'interdit de montrer leur féminité. Donc, ils ont en eux ce mouvement plus de féminité, quand je dis féminité, de sensibilité, de délicatesse, qui a envie de se manifester, de se montrer, et peut-être même de se montrer par une manière de s'habiller. On a vu hier soir, si vous avez vu l'émission hier soir à la télé, mais par une envie de s'habiller, une envie de montrer ce côté féminin qu'on a. Et il y a des familles où cette pulsion-là a été interdite. Et elle va se transformer chez la personne en exactement son contraire. Et donc, vous allez avoir affaire à un homme super macho, qui est très dur, ou qui se convainc d'ailleurs qu'il est très dur, qui ne montre jamais d'émotion, jamais de sentiment, d'aucune sorte, et qui veut donner une image de dur, dont il est convaincu. Et il faudra dans la vie qu'il y ait une crise ou quelque chose qui amènera une grande souffrance pour que ce système de défense explose. Ou une histoire d'amour, quelquefois avec quelqu'un de vraiment aimant qui va autoriser la personne enfin à lâcher un peu cette petit bout de ça qui était refoulé. Et l'inverse existe chez les filles exactement de la même manière, qui ont eu l'interdiction de se comporter de manière un peu plus garçonne,
ou dans leur habillement, ou dans leur façon de parler, ou peu importe. Et ceci très petit. Il y a des filles qui aiment jouer aux petits soldats quand elles sont toutes petites. Le ça est refoulé, interdit par le surmoi du parent, et vous allez avoir des filles qui sont complètement à l'inverse, hypersensibles, vraiment, on appelle ça niant-niant, je sais pas comment on dit, hein, hypersensibles à l'extrême, comme ça, alors qu'en elles, cette pulsion, elle existe et qu'elle n'arrive pas à se manifester. Donc évidemment, on va chercher dans ces cas-là le contraire chez l'autre, hein, pour essayer de se compléter un peu. Hein. Comprenez l'idée? Ensuite, d'autres exemples concernent les personnes fanatiques. Alors là, on part dans la formation réactionnelle, mais quand ça devient un peu pathologique quand même, hein, parce qu'il y a des niveaux quand même, hein, dans tous les systèmes de défense. Il y a des systèmes de défense qui permettent de vivre tranquille, et puis il y en a d'autres qui nous posent vraiment des problèmes. Donc là, on est dans le fanatisme complet, hein. Et les personnes, par exemple, ressentent de très fortes pulsions sexuelles. C'est extrêmement courant, hein, ce genre de formation réactionnelle. De fortes pulsions sexuelles, et elles se fustigent, j'ai trouvé une expression qui m'a bien plu de Idriss Laure, elles se fustigent pour avoir fait un rêve mouillé, c'est-à-dire un rêve érotique, par exemple. Hein. Et donc, elles vont, par exemple, se sacrifier pour les autres. Par exemple, vous les verrez tout le temps en train de se sacrifier pour les autres pour se dégager de ce sentiment de culpabilité qu'elles ont. Mais jusqu'au fanatisme, au point de passer tout leur temps à s'occuper des autres, de ne pas prendre du temps du tout pour elles, comme si elles avaient une faute à payer à vie, quoi. Et des fois même jusqu'à un âge très très avancé. On va trouver beaucoup de gens qui ont des formations réactionnelles dans les sociétés, dans les associations de défense, de la vertu des familles, de, je sais pas moi, de tout ce qui est défense de la moralité, de toutes ces associations, il y en a beaucoup. L'UNADEFI, par exemple, vous allez trouver plein de gens qui ont des formations réactionnelles. Vous voyez ce que c'est l'UNADEFI? Les luttes anti-sectes, tous ces gens-là qui ont des pauvres, des sards qui ont refoulé beaucoup et qui se transforment en attitudes qui sont complètement opposées. C'est pour ça d'ailleurs que ça confine au fanatisme parfois. On peut se dire que si c'est proportionnel à ce qui est refoulé, wow, ça doit faire mal. Hein. Si ça lâche, ça doit faire mal. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la formation, je vous avais passé un chant de l'opéra, comment ça s'appelle, Notre-Dame de Paris. Il y a un prêtre dans Notre-Dame de Paris, et à un moment il chante, il dit comment ça se fait, moi qui suis prêtre, moi qui me suis tout interdit, me suis jamais autorisée ni à la sexualité ni à me lâcher d'aucune manière, et puis là à la rencontre avec cette femme je deviens fou, quoi. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'il est vraiment le portrait de quelqu'un qui a fonctionné avec ce système de défense et qui a explosé d'un coup. Alors, grâce à la rencontre, je peux dire grâce à la rencontre de quelqu'un. Mais c'est tellement insupportable qu'il la tue quand même. Et quand c'est poussé à l'extrême, ça devient ça. Ça devient ça. On peut trouver ça dans le racisme, dans beaucoup d'autres choses. Donc ça peut devenir aussi une maladie mentale, hein, carrément, chez certaines personnes. Il faut savoir que la formation réactionnelle peut exister aussi au sein d'un groupe, d'un pays, d'un groupe de gens, d'une association, ou peu importe. Il y a des groupes entiers, des familles entières qui ont ensemble ce même système de défense. Vis-à-vis d'une autre famille, vis-à-vis d'un autre peuple ou vis-à-vis de quelque chose d'autre. Donc ça peut vraiment aller très très loin. Je vais vous donner juste des petites oppositions comme ça pour vous donner une idée. La rivalité jalouse entre frères et sœurs, ça existe, hein? Le petit frère qui est né après moi et j'ai envie de le trucider. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais dans les Cévennes, un jour il y avait
une famille, ils avaient perdu le petit qui venait de naître, il avait 2 mois, je crois, et ils le trouvaient nulle part. Il vivait dans les Cévennes, dans une ferme comme ça, avec des animaux et autres, et il y avait une petite sœur qui avait 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Et ils trouvaient pas du tout cet enfant de 2 mois, ou enfin c'était un petit, ils le trouvaient nulle part. Donc ils ont cherché, ils ont mis des chiens, et puis finalement, au bout de 2-3 jours, ils ont fait appel à une espèce de voyante. Il y en a beaucoup dans les Cévennes, des voyantes. Et elle a mis son pendule comme ça, elle a dit vous le trouverez l'enfant dans l'auge à cochon. Alors, ils sont allés, de toute façon, il n'y a rien à perdre, dans le loge à cochon, et effectivement, l'enfant était couché là, avec les porcs, pas avec les porcs, mais là où les porcs avaient des espèces enfin, dans la merde, quoi, pour dire les choses très clairement. Et en fait, ils ont cherché qui c'était, ils ont fait une enquête, l'enfant n'était pas mort, hein. Ils ont fait une enquête pour voir qui c'était. Et ben, c'était la petite qui avait mis son petit frère ou sa petite sœur à cet endroit-là. Elle l'a pas reconnu tout de suite, elle les a vus chercher, elle les a vus pleurer, elle a vu ses parents pleurer, elle a vu tout le foin-foin qu'il y avait, elle savait parfaitement où il était, mais elle a absolument rien dit. Tant la haine était grande de celui qui était là, qui lui avait pris sa place. Donc là, elle a eu du bol, quelque part, parce qu'elle était consciente. Mais il y en a qui ont cette même impulsion, mais qui ne sont plus conscients après. Et ils vont transformer ça en complètement autre chose. Alors ça peut se transformer, par exemple, en une obsession de la justice. D'ailleurs, carrément, choisir un métier dans la justice, ou l'obsession de la justice, tous pareils, il faut que tout le monde soit pareil. C'est quelqu'un qui monte au créneau dès que quelqu'un a un peu plus qu'un autre. Et tout ça, ce sont ces pulsions du sac qui sont refoulées et qui revivent dans la vie de tous les jours dès qu'une situation de la même nature se propose. Mais la personne, elle n'a pas du tout conscience et elle fait pas du tout le lien avec le petit frère ou la petite sœur qui est né après elle. Vous comprenez ? Et donc, sa vie, après, elle va être centrée autour de cette notion de justice. Et donc, vous avez des contrephobiques, alinéatypes 6 ou pas d'ailleurs, qui souffrent beaucoup dès qu'il y a un sentiment d'injustice. Donc, la rivalité. L'égoïsme naturel qu'on a peut devenir de l'altruisme dans la formation réactionnelle. On peut être quelqu'un qui donne, alors que dans le fond, la pulsion, elle est je voudrais tout pour moi. Et on voit toujours qu'il y a eu un moment, un interdit, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, où la personne se l'est fait toute seule, c'est rare quand même, mais un interdit, et ça se transforme complètement en ce contraire. La cruauté que l'on a tous petits, la cruauté, tous les enfants ont une forme de cruauté. Et quand elle est repoussée ou qu'elle est interdite, elle peut se transformer. Là, dans ce que j'ai lu, c'est la compassion, mais c'est plus que de la compassion. C'est un excès de gentillesse, là aussi. Hein. Je te caresse dans le sens du poil, j'aimerais mieux te caresser dans le contresens. Hein. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu présent et intuitif, quand une personne vous caresse comme ça, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous n'arrivez pas à l'accueillir parce que c'est une formation réactionnelle. Le puritanisme, effectivement, c'est aussi une formation réactionnelle. Hein. Être puritain. Vous allez avoir des gens qui sont contre la prostitution, contre les téléphones érotiques, contre je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, ça cache une pulsion qui est extrêmement, au contraire, forte par rapport à ça. Les formations réactionnelles sont encouragées par la société. Je dirais même, heureusement qu'on les a. Parce que si la société ne nous avait pas poussé à avoir ce système de défense, on serait quand même pas très bien. Hein. Et ça serait, ce que je disais au départ, complètement n'importe quoi. Donc, on a besoin d'avoir recours à la formation réactionnelle pour élever les enfants, pour leur apprendre à être polis, corrects et vivre en société. Autrement, c'est impossible. On sait que les enfants, ils ont des pulsions.
Et l'éducation est faite pour, en principe, canaliser les pulsions. Non? C'est un peu normal. Et c'est normal. Donc, c'est le rôle de la société de favoriser la formation réactionnelle jusqu'à un certain point. Et s'il y a une absence de formation réactionnelle par la société, eh bien, c'est l'anarchie complète. C'est ce qui pourrait nous arriver de pire demain, et c'est ce qui arrive de pire d'ailleurs à des tas d'endroits dans le monde quand on lâche la bête. Hein, voilà. Il n'y a plus rien qui vient contrer. Mais là où ça pose un problème, et c'est là que chacun d'entre vous peut s'interroger, c'est j'ai deux solutions. Si j'accepte de ne pas me laver, par exemple, je fais une randonnée de 3 jours et il n'y a pas de douche. Donc, ben voilà, je dors à la Belle Étoile ou dans des gîtes et j'ai juste un peu d'eau dans un fond de cuvette pour me laver. J'aime pas trop ça, mais j'arrive encore à faire avec. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à supporter un peu de désordre, parce qu'aujourd'hui je suis débordée, que j'ai vraiment pas le temps de ranger, si j'arrive à vivre ça sans angoisse, en attendant que demain ça aille mieux, ça va. Ça veut dire que j'ai une formation réactionnelle comme système de défense à des endroits, mais ça va, ça m'empêche pas de vivre. Par contre, quand ça commence à me rendre malade, obsédée, que ça me tourne dans la tête sans arrêt, que je sens que ça m'énerve, parce que je peux pas nettoyer, que je peux pas sticker, je peux pas me laver, ou que peu importe, et que ça prend de l'énergie dans ma vie, à ce moment-là, on a un problème psychologique qui se traite ou aller en thérapie ou en faisant un protocole ou peu importe. Parce qu'on peut aussi avoir une formation réactionnelle qui est une intrication avec un de ses ancêtres. On peut être intriqué aussi, ce qui vient renforcer encore le système de défense. Alors, Idriss Laurent nous donne le mode d'emploi. Il nous dit quoi? Observez-vous, c'est toujours pareil. Ayez l'honnêteté de regarder dans votre vie à quel endroit il y a justement ces côtés extrêmes, ces côtés insupportables dans ma vie. Je supporte pas ça, je supporte pas ça, je supporte pas ça. Voilà. Et puis, une fois que vous l'avez observé, eh bien, allez à la recherche de ce qui est derrière. Ou faites un traitement, un protocole énergétique, un Setla Taïf ou une constellation pour vous débarrasser de ce côté extrême. Ce qui permet d'être un peu plus vrai avec soi et d'être enfin en contact et de nommer ce qui existe aussi en soi, sa part d'ombre qui existe et qui a le droit aussi d'exister. C'est ça le travail qui est à faire. C'est clair pour vous? Oui, Joël-Emmanuel, elle me regarde, elle dit qu'est-ce qu'elle me raconte. Oui, vous avez un commentaire à faire sur ce sujet? Oui, Catherine, tu as un commentaire? Non. Qui aurait un commentaire? Oui. Oui, Patrice. Alors, la première étape pour soigner, observez-vous, c'est bien, ok, super. Toujours. La deuxième étape, je voulais dire j'ai perdu. Entre l'éthique et, comment on appelle ça? Comme l'honnêteté, la valeur, enfin, entre l'éthique et les cloques. Pas la morale, mais justement, pas glisser de l'éthique à la morale, quoi. Oui. La morale, c'est sur moi, hein, c'est du jugement. Oui. Alors que dans l'éthique, c'est des valeurs de qualité. Oui. Disons que quand tu travailles sur les systèmes de défense, à un moment donné, tu es obligé de faire le point sur les valeurs qui sont importantes pour toi, de décider lesquelles tu veux incarner. Bon, nous, sur un chemin de développement personnel ou spirituel comme celui que beaucoup d'entre nous suivent, on a une idée de ces valeurs, hein, le beau, le bon, le vrai, enfin, peu importe. Et à partir de là, ça te sert de guide. Tu vois, ça te sert de guide. Mais tu es obligé, toi, de te fixer un but, de te fixer aussi des limites. Mais tu es aussi obligé, quand tu t'observes et que tu reconnais en toi cette part d'ombre, de lui laisser de la place. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'exclure.
Il ne s'agit pas, maintenant qu'elle est plus à nu, que je reconnais qu'elle est plus à nu, il ne s'agit pas de l'enterrer plus loin ou de lui dire va-t'en, je ne veux pas te voir. Non, non, je te regarde là et puis je vais trouver une bonne place pour toi dans ma vie. Ça, c'est indispensable et c'est un travail qu'on peut faire seul, mais qu'il est bon de faire accompagner aussi. Il est hors de question de l'exclure. Et c'est parce que je vais enfin le voir, enfin le reconnaître et l'accepter qu'elle arrêtera de me faire autant de mal. Elle n'aura pas besoin de ce mécanisme de défense pour se manifester, si tu veux. Il y en a qui voient un peu des éléments comme ça en eux. Oui, Sonia? Alors, auparavant, quand j'entendais un bébé pleurer, je me disais toujours, il faut prendre soin de lui, il faut le consoler, le bercer. Puis il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé à regarder mes pardons, je me suis aperçue que j'avais la haine, mais la haine des petits-enfants, des bébés, dès qu'ils ouvrent la bouche, qui couinent. Et je pensais, comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a marqué, les mettre au cochon qu'ils se taisent. Pour moi, c'était des larves informes, incapables de survivre, qu'il fallait faire taire. Et j'en voulais aux parents qui les laissent même un petit peu couiner. Et vraiment, alors j'ai regardé ça, pas heureuse de moi. Hein. J'ai emmené ça chez mon homéopathe uniciste. Il m'a donné un remède. Alors maintenant, j'aime pas plus les petits-enfants, les bébés qui pleurent. Simplement, quand ils pleurent, c'est autre chose qui passe. J'ai l'impression que c'est comme un message. Je sais pas si c'est un message. Mon cœur s'ouvre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui fait mal? Pourquoi il est pas bien? Voilà. Donc c'était, voilà, c'en était un, je sais pas. D'accord. C'en est un si tu as transformé ça en l'inverse, que tu étais consciente de ce rejet, tu étais consciente quand même. Au départ, non. Pas au départ. Non. J'étais à fond, ces pauvres bébés, il faut les consoler. Il aurait fallu des nourrices partout, tu vois, pour en prendre soin. D'accord. Attends, je mets du jus sur mon ordinateur. Il y a quelqu'un d'autre qui a un exemple? Oui, Catherine? Moi, ces derniers temps, j'étais un petit peu plus attentive à ce que je vivais quand je vois par Zoom, par exemple, quand on se retrouve par Zoom des fois, je sens qu'il y a un premier mouvement comme pas de la haine, parce qu'il n'y a pas de raison, enfin, si une forme de haine, une forme de non-amour, de rejet de ce que je vois devant moi. Et je pense qu'un système de défense que j'ai développé beaucoup, c'est comme si je voulais me lisser ce que je peux montrer de moi pour surtout pas qu'on voit que j'ai du non-amour, que j'ai du rejet. Mais ce que je voyais derrière aussi, c'est pas un système de défense, c'est je me disais, mais pourquoi tu as du rejet comme ça? Et j'avais l'impression que c'est comme si, en lien avec ce que tu disais l'autre jour, on m'a pas donné ma place. Je me suis jamais sentie incluse, donc je n'aime pas les autres non plus. Alors tu as raison, c'est un système de défense, c'est pas celui-là. Parce que tu es consciente de ce rejet, tu es consciente que ça t'énerve, alors que dans la formation réactionnelle, on n'est pas conscient de la pulsion. Tu vois, on n'est vraiment pas conscient de la pulsion. Être conscient de la pulsion, c'est vraiment un travail sur soi qui demande un certain temps et puis il demande à ce qu'on ait envie de le faire aussi. Si tu as la conscience, c'est autre chose. Ça s'appelle, mais on le trouvera ce système de défense, mais c'est un peu autre chose. D'accord, c'est bon pour vous? On est au clair? Oui, Patricia. Oui, bonjour Colline, bonjour à tous. Quand j'étais gamine, et ça m'arrive encore aujourd'hui, je ne supportais pas la moindre rature, la moindre page cornée, etc. Au point où j'étais capable d'arracher la page et de tout recopier à la main. Donc aujourd'hui, mes notes sont faites à l'ordinateur, etc. Mais c'était vraiment plus fort que moi. Alors est-ce qu'on peut appeler ça est-ce que ça fait partie des réactions? Oui, ça pourrait, oui.
Ça pourrait, oui, tout à fait. Mais tu vois, de façon raisonnable, quoi. Ça t'a pas empoisonné la vie non plus. C'était un agacement. Mais certainement que derrière, au contraire, il y avait envie de tout salir, de déchirer tes papiers ou il y avait la pulsion inverse était présente obligatoirement. Tu vois, quand on est poussé comme ça à des choses qui sont un peu plus que la norme, que la normalité, c'est qu'il y a une pulsion derrière qui est exactement de la même intensité mais inversée. C'est ça qu'il faut retenir dans la formation réactionnelle. Et c'est intéressant de se le dire, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Là, je vois que je suis un peu obsédée par ça tout le temps. Qu'est-ce que ça pourrait être l'inverse de ça? Pour l'accueillir et puis le reconnaître en soi. Et tu verras que dans ces cas-là, le système de défense, il se réduit en intensité. Plus tu acceptes de te regarder en face et plus ça se réduit, plus ça se tranquillise. D'accord. Et j'ai une autre question, Colline. En ce qui concerne les dictateurs comme Staline, Mao ou autres, qu'est-ce qu'il en est de ces personnes pour arriver à être ce qu'elles sont? C'est probablement qu'elles en ont un aussi, un système de défense. Celui-là, elles l'ont tous, hein. Mais ils en ont beaucoup d'autres aussi. Oui. En psychobiodécodage des maladies, j'avais appris que c'était un stade anal qui avait été mal passé. Oui, oui. Freud dit ça, le stade anal ou la période de latence. D'accord. C'est là que ça s'installe. Okay. Oui, je t'en prie. Patrice? Oui, est-ce que ça s'installe à vie ou est-ce qu'on peut changer? Changer complètement, non, parce que tu as trouvé ce système, c'est bien, et aussi jusqu'à un certain point. Mais c'est une tendance que tu vas garder. Je connais pas de système de défense qui disparaissent complètement, mais tu peux les rendre plus viables et plus raisonnables quand même. Et il faut espérer que tous, on va garder un peu de celui-là, tu vois, pour pas faire n'importe quoi demain. Donc on reste des gentilles personnes. Si je me laisse à mes pulsions de compulsion du 8, ça va être terrible. Tu vois, non, il faut être raisonnable. Voilà les amis. Oui, Marie-Claire? Juste parce que c'est une réflexion que je me fais. Quand tu me dis comme ça d'accepter de ne pas se laver, il y a des endroits où on est bien obligé d'accepter de ne pas se laver, ça dépend où on est. Oui, et tu as des personnes qui n'iront jamais là où on ne peut pas se laver parce qu'elles ne supporteront pas, elles ne pourront pas le supporter. Et donc, elles ne feront jamais le choix d'aller là où on ne se lave pas. Tu vois, ça peut aller jusqu'à se priver de plein de choses. Hein. Il y a des fois que c'est pas possible. En plein désert, c'est pas toujours facile de trouver de l'eau. Ah, bien sûr, mais tu y vas. Ah oui, j'y vais. Tu sais que ça va être comme ça. Donc, c'est pas un système de défense à ce niveau-là que tu as, simplement. Il y en a peut-être d'autres. Tu l'as peut-être, mais pas dans ce domaine-là, en tout cas. D'accord. Oui, Patricia, puis on arrête après. Ça me fait penser à des patientes qui, dès qu'elles sont en voyage, ne peuvent pas aller, elles deviennent constipées. Parce qu'elles ne sont pas chez elles ne sont pas sur leur toilette. Et est-ce que c'est aussi avec, on peut rattacher ça à la formation réactionnelle? C'est autre chose. C'est autre chose. Autre chose, oui. Merci. On va arrêter là, mes amis, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite du soleil, comme j'ai là tout de suite, moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci. Bye bye. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.